Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulle Immo. Pour commencer cette année 2026, j'ai invité plusieurs experts de la question du logement au Luxembourg. La responsable des réseaux sociaux de RTL Info nous accompagne également aujourd'hui. Bienvenue Caroline. Merci. Vous partagerez avec nous les questions que se posent nos lecteurs et lectrices en ce début d'année. Et pour y répondre, qui de mieux que nos invités? Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Gilles Baum, député et président de la commission du logement à la Chambre, bonjour. Bonjour. Magdalena Gorczynska, excusez ma prononciation, coordinatrice de l'Observatoire de l'Habitat. Bonjour. Bonjour. Et Gilles Empel, directeur de la Fondation pour l'accès au logement et membre de la direction de l'Agence immobilière sociale. Content de vous revoir. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du logement au Luxembourg, une question qui semble se compliquer de jour en jour. Avant de se lancer, apportons un petit peu de contexte. Après l'explosion des prix entre 2017 et 2022, il y a eu la hausse des taux d'intérêt qui a mené à un temps mort sur les marchés immobiliers, très vite suivi par une vague de faillites dans la promotion et la construction. Fin 2025, nous accueillions le porte-parole des promoteurs qui nous confirmait que la situation ne s'était pas arrangée dans la VFA. Il faut rappeler que le gouvernement a mis en place un paquet logement particulièrement généreux entre 2024 et 2025. Celui-ci a d'ailleurs largement contribué à relancer le marché de l'ancien. Le résultat n'a pas été le même dans la VFA. On ne va pas entrer dans les détails du pourquoi et du comment. Par contre, il est important de souligner que le Luxembourg construit très peu depuis 3 ans. Et ça, c'est un problème de taille pour le pays. Pour commencer, je vous propose une question ouverte. Alors, est-ce qu'on va enfin connaître un jour ou une période où le logement ne sera pas en crise au Luxembourg ? C'est une question piège pour commencer tout de suite. Écoutez, vous avez très bien résumé. La construction est un point très très difficile parce qu'on était habitué avant la crise à un rythme de croisière qui allait entre 4500 et 5000 habitations créées par an. L'année passée, on était juste au-dessus du cap de 1000. Donc on produit très très peu. La situation de la vente de la VFA est très très critique. Vous l'avez bien dit, l'État a racheté de nombreux projets l'année dernière. Rien que la ville de Luxembourg a investi 200 millions pour racheter des VFA aussi. Mais pour ce qui est des personnes privées, la situation est très très délicate. Cela a à voir surtout avec les prêts, avec les banques. L'État a fait sur le plan fiscal, des ouvertures temporaires, mais aussi des ouvertures, je pense au crédit d'impôt et au Böllischen Act, qui est passé de 30 000 à 40 000 euros. Mais ça ne semble pour l'instant ne pas suffire encore en point de mesure qui peuvent être prises directement pour venir en aide aux ménages pour avoir accès au logement. Oui, donc la situation, vous l'avez redit, elle est assez critique, en particulier sur la VFA, et donc le problème plus large de la construction empire. Et donc la question, je reviens à la question de base, est-ce qu'un jour on va connaître une période où le logement ne sera pas en crise au Luxembourg? Parce qu'on a déjà très souvent argumenté dans cette émission que le logement était un peu en permacrise au Luxembourg. Oui, on peut dire que la crise persiste depuis longtemps, mais c'est toujours un peu la question qui est-ce qui ça touche. C'est-à-dire on a commencé notre activité il y a maintenant plus ou moins 16 ans. C'était surtout les personnes défavorisées, exposées à la pauvreté, qui étaient vraiment fortement touchées par la crise du logement ou par la pénurie de logements abordables ou logements sociaux. Et aujourd'hui, ça commence à toucher de plus en plus de ménages. Maintenant, il y a des ménages qui s'adressent à nous, qui avant ne s'adressaient pas à nous. C'est-à-dire des gens qui, en fait, n'en ont pas de problème particulier. Ils ont juste un revenu normal, mais malgré leur revenu normal, malgré qu'ils travaillent, ils n'arrivent pas à se loger sur le marché privé. Voilà, pour préciser, dans cette situation, les deux problèmes sont bien évidemment les niveaux élevés des prix, des loyers également, bien évidemment, on va y venir, et les taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté il y a maintenant quasiment 3 ans et qui sont restés à un niveau élevé par rapport au prix. On est bien d'accord, on a connu des taux d'intérêt plus élevés il y a longtemps, mais les prix, ce n'étaient pas les mêmes. Alors, la permacrise, justement, on en a beaucoup parlé avec votre prédécesseur Antoine Pacou. Est-ce que vous avez peut-être un point de vue là-dessus? Est-ce qu'on sera toujours en crise sur le logement au Luxembourg? C'est vrai qu'aujourd'hui, on observe toujours des problèmes de construction qui est insuffisant par rapport à l'augmentation de population continue au Luxembourg. Mais moi, je reste plutôt optimiste. Je pense que
si on essaye de chercher d'autres façons de peut-être collaborer ou proposer les différentes options pour accélérer soit la construction ou mobiliser les logements vacants existants pour accueillir les différentes populations, peut-être ça pourra donner des fruits un jour. Mais il faut rester réaliste aussi, qu'on ne va pas résoudre la crise du logement et ce problème du manque de logement en quelques semaines ou dans un an. Il faut du temps et il faut peut-être réfléchir à des stratégies nouvelles, comment mobiliser, comment collaborer pour adresser ce problème qui, comme Gilles a mentionné, aujourd'hui prend des dimensions différentes. Ce n'est pas seulement les populations les plus vulnérables qui ont du mal à se loger, mais petit à petit, ça commence à toucher aussi d'autres catégories de ménages qui ont des revenus, je dirais, corrects. Alors j'en profite pour évoquer les leviers dont on a déjà souvent parlé avec cette question de pénurie de logements. On a parlé des logements inoccupés avec des estimations qui ont circulé dans la presse. On a parlé des terrains qui sont rapidement mobilisables et constructibles. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Baum. Vous qui êtes le président de la commission du logement et qui êtes, comme on le dit, dans le secret des dieux, sur quoi travaille-t-on aujourd'hui au gouvernement pour répondre à cette pénurie de logements ? Je ne dirais pas que je suis dans le secret des dieux, mais on travaille sur certains dossiers, notamment la réforme de la loi sur le bail d'habitation. Je pense que c'est un dossier très très important qui, pour protéger encore plus les droits aussi des locataires, tout en respectant les droits des propriétaires. On a un peu tendance à dessiner une image un peu négative quand même des propriétaires. J'aimerais dire qu'en gros, j'ai quand même l'impression que au Luxembourg, les relations entre propriétaires et locataires se passent quand même très très bien. En instance, c'est-à-dire en procédure législative, on a le projet qui s'appelle Mehr Misère bauen, c'est-à-dire construire plus et construire plus rapidement, pour avoir des délais d'autorisation plus stricts, une simplification des règles administratives et des procédures environnementales harmonisées et un meilleur accompagnement des communes. Les communes sont quand même l'un des partenaires principaux, mais je constate quand même que les communes sont assez réticentes à s'investir vraiment dans ce que j'appellerais donc la création d'habitations. Et je terminerai peut-être par le pacte logement 2.0. Le pacte logement qui est une aide aussi qui revient aux communes pour favoriser notamment la création de logements abordables, c'est-à-dire que dans les nouveaux projets d'aménagement, dans les nouveaux PAP, il y aura 30% au moins de logements habitables qui devront être créés. Je pense que c'est un grand pas en avant, avec, ayant en mémoire les très très grands projets que nous avons, les projets à Wiltz, les projets à Dudelange, juste pour cela, un très grand projet Matza-Schmelz encore à Esch qui est en voie d'élaboration. Donc il y a du potentiel, mais on n'avance pas assez rapidement. On n'avance pas assez rapidement. Oui, alors dans ce contexte, je voulais mentionner la réforme de l'impôt foncier, la mobilisation des terrains aussi, le rachat des projets immobiliers par l'État, vous en avez déjà parlé. Où est-ce qu'on en est quand est-ce qu'on peut s'attendre à... Alors je sais que c'est un serpent de mer, mais la réforme de l'impôt foncier, on en est où ? La mobilisation des terrains constructibles, on en est où ? On est en procédure, mais j'aimerais dire que la réforme de l'impôt foncier, c'est une petite réforme, mais ce n'est pas une réforme vraiment qui va nous aider sur le marché. La réforme, à mes yeux, qui va nous aider, c'est-à-dire la mobilisation des habitations inoccupées. La mobilisation des habitations inoccupées, ça peut vraiment être ce que je dirais en anglais un game changer, et c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement, en tout cas plus rapidement qu'un impôt sur un foncier qui est utilisé. Monsieur Paul ? Oui. Là, il faut peut-être ajouter que le projet de loi qui est maintenant dans la procédure, il prévoit à l'heure actuelle uniquement les taxes de mobilisation sur les terrains.
Et aussi, ces taxes-là, ils sont, à mon avis, assez dérisoires. Ils sont vraiment pas très élevés. Ils sont assez bas. Je pense pas qu'avec ces montants-là, on arrivera à mobiliser beaucoup de fonciers quand on regarde la plus-value que les propriétaires peuvent faire. Et de l'autre côté, ce qui est encore plus dommage, c'est que les logements inoccupés, ils ont été enlevés du projet de loi. Ça veut dire qu'ils ne sont actuellement pas dans le projet de loi. Et pour ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a mis ça pour après, hein, parce qu'il nous faut rapidement mobiliser les logements, et il faut aussi des taxes vraiment élevées. Je sais pas, il y avait Monsieur Buttel, il était au background ici cette semaine, et il a proposé d'introduire des taxes qui se doublent chaque année. Et je crois qu'il faut vraiment un marteau, c'est-à-dire il faut vraiment quelque chose où les gens sont vraiment forcés à mettre leur terrain ou leur logement sur le marché. Monsieur Baum, vous voulez intervenir? Juste une petite réaction en ce qui concerne les habitations inoccupées. Il faut mettre en place un registre national des logements. Ça m'a l'air un peu très très compliqué du point de vue de la procédure. Je pense que les communes sont très bien outillées pour savoir quels logements sont occupés, quels logements sont inoccupés. On pourrait peut-être redéfinir ce registre national en un registre cantonal, par exemple, hein, qui ne serait pas si compliqué, mais pour avancer quand même. Parce que juste en me promenant dans ma commune, ce que je fais assez régulièrement, je vois des boîtes aux lettres qui débordent, des boîtes aux lettres qui sont scotchées pendant des mois, pendant des années. Donc, forcément, les boîtes aux lettres qui sont scotchées, il n'y a plus personne qui y habite. Il y a forcément quand même un propriétaire qu'on peut approcher. Donc, j'aimerais plaider pour une solution un peu plus facile qu'un registre national pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Sachant que dans ce cadre-là, on a déjà entendu des bourgmestres comme celle de la ville de Luxembourg qui s'opposent à un registre national. Et d'ailleurs, je me tourne vers vous, Madame Gorczynska. Je suis désolé, j'essaye. Et si j'ai bien compris, l'Observatoire de l'Habitat participe activement à l'installation ou la création de ce registre. Oui, effectivement, mon collègue Antoine Pacou était membre du groupe de travail qui était responsable de préparation du registre. Malheureusement, il nous faut encore du temps pour que tout ce registre soit opérationnel, donc il faut encore patienter, malheureusement. Je sais qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes pour définir les différentes caractéristiques de bâtiments, de logements qui seront collectés dans les registres. Le travail n'est pas tellement facile qu'il nous semble, mais j'espère qu'un jour, quand le registre sera à notre disposition, serait vraiment un outil important qui va soutenir aussi la décision politique. Mais peut-être, si on regarde plus proche, c'est le registre national du logement abordable qui sera bientôt opérationnel. Je pense que c'est aussi une étape importante dans la collecte de données, de l'information sur le stock de logements qu'on a au Luxembourg, notamment de logements abordables. Donc, à partir de cette année aussi, l'Observatoire de l'Habitat, en collaboration avec les acteurs publics et les bailleurs publics, va travailler sur la façon de mobiliser, analyser les données qui sont collectées dans ce registre. Dans ce contexte, j'ai une question à vous poser, c'est-à-dire que j'ai discuté assez souvent avec M. Pacou à ce sujet, et on a d'ailleurs une interview assez intéressante où il me disait tout simplement que parce que la situation est telle qu'elle est sur le marché du logement, on ne sait pas vraiment combien de logements on a au Luxembourg. Et du coup, sans registre national, et surtout sans base réelle, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on a eu des estimations, par exemple, en termes de logements inoccupés. Comment est-ce qu'on fait pour les estimer? Est-ce que c'est juste des chiffres lancés en l'air ou est-ce qu'ils existent vraiment? Il y a une base à ça?
Pour le moment, malheureusement, on ne connaît pas ces chiffres, comme vous avez dit. Donc, il faut vraiment un registre, je dirais, national. Je ne sais pas s'il faut maintenant demander chaque commune ou canton de créer quelque chose, mais je pense que l'information centralisée et accessible pour les différents acteurs qui ont besoin de cette information est important. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne connaît pas les chiffres exacts. Mais je pense qu'il faut aussi mentionner ici le fait que la définition du logement au Luxembourg est assez particulière. Bon, dans les autres pays aussi, ils font des choix comment définir un logement. Mais aujourd'hui, un logement, un ménage est égal à un logement. Donc, vous connaissez bien aussi les travaux d'un autre collègue de notre équipe qui travaille sur le co-living, sur le chambre meublée, etc. Donc, la question se pose... comment on peut vraiment calculer et estimer le nombre de logements si on a des gens qui sont logés par chambre. Donc aussi, ça c'est une autre question. Comment comprendre ce marché étant donné la modification de segments ou développement de nouveaux segments et de façons d'habiter qui apparaissent sur le marché au Luxembourg et dans d'autres pays d'ailleurs aussi. Pour nos auditeurs, je le précise quand même, ce qui est important pour aller jusqu'au bout de cette réflexion, c'est que bien évidemment, si on ne sait pas combien de logements ou combien de personnes ou combien de chambres on a dans un logement, c'est très difficile de taxer ou imposer un propriétaire. Donc à partir de là, le problème pour imposer ou pour mettre en place quoi que ce soit comme mesure, c'est très compliqué. Moi, je suis d'avis qu'on ne peut pas attendre ce registre. Et je pense aussi que ce registre, c'est une bonne chose, mais on n'en a pas vraiment besoin dans un premier temps. Parce que si on n'introduit pas des taxes, mais simplement on fait comme en Wallonie, où laisser un logement inoccupé est un délit, alors on peut aller détecter des logements inoccupés. C'est ce qu'ils font en Wallonie. Là, l'État subventionne même des organismes sociaux pour aller détecter des logements inoccupés. Et là, c'est le propriétaire qui doit prouver que son logement est occupé. Autrement, il ne doit pas payer une taxe, mais il doit payer une amende. C'est un peu la même chose comme avec les voitures. Ça veut dire, si vous roulez trop vite, si c'est interdit de rouler trop vite, vous pouvez vous faire flasher ou pas. Mais on ne va pas attendre un système de satellite qui va surveiller toutes les voitures dans le pays ou dans le monde pour voir qui est-ce qui est trop vite ou qui est-ce qui est trop lent. On peut commencer tout de suite à dire, OK, c'est interdit, c'est pénal, vous n'avez plus le droit de faire ça en temps de crise. Et si vous vous faites avoir, alors à ce moment-là, ça va devenir cher. Comme ça, on pourrait faire en attendant ce registre. Et c'est exactement ce qu'ils font en Wallonie actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez d'un mécanisme je pense que ce que M. Hempel vient de dire, c'est très probant. C'est très probant parce que je pense que les communes sont celles qui connaissent le mieux leur situation de logement sur leur territoire. Vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. Pour votre part, vous avez une opinion sur ce genre de mécanisme ? Ça peut être une des solutions à étudier. Merci. Alors, Monsieur Hempel, je me tourne vers vous. Au Luxembourg, certains semblent penser que la pénurie de logements, ça ne concerne que les nouveaux arrivants. Et ce qui est évidemment faux. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer à ce sujet, vous qui êtes à la tête de la Fondation pour l'accès au logement, pourquoi ce problème concerne-t-il tout le monde ? Pourquoi ? Il y a différentes raisons. C'est-à-dire, actuellement, nous avons par exemple le problème, vu que les gens n'arrivent plus à acheter, les autres n'arrivent plus à louer. En général, au début, les gens, ils louent et après un certain moment, ils achètent. Et ça s'est toujours passé comme ça. Et maintenant, les uns n'arrivent plus à acheter et ceux-là, ils restent coincés dans le marché de la location et empêchent les autres à rentrer dans le marché de la location. Ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est aussi le manque de logements sociaux locatifs. Vous avez, dans d'autres pays, vous avez entre 10, 15, 20% de logements sociaux
locatifs. Et au Luxembourg, vous avez à peine 2% de logements sociaux locatifs. Et là, on a un énorme retard. L'État a toujours favorisé l'accès à la propriété et l'État continue encore toujours à le faire par des mesures fiscales, ce qui est bien, mais aussi les promoteurs, certains promoteurs sociaux continuent toujours aussi à vendre des logements sociaux et ils les vendent, la loi leur permet de vendre ces logements à des personnes qui ont un revenu annuel net qui peut aller jusqu'à 192 000 euros. Et ils font même de la publicité qui cible ces classes de revenus. Et là, il faut se poser vraiment aussi la question, est-ce que c'est le devoir de l'État de cofinancer, de favoriser l'accès à la propriété des personnes qui ont un revenu tellement élevé, ou est-ce que l'État ne devrait pas se concentrer à produire vraiment en grande masse des logements sociaux locatifs? Ne devrait-on pas d'abord servir ceux qui sont le plus dans le besoin que d'aider des gens qui gagnent vraiment déjà très bien, d'avoir quelque chose de peut-être plus beau, plus nouveau ou dans une région plus centrale que s'ils pourraient se payer autrement. Alors rappelons dans ce contexte que les limites des salaires ont été augmentées, hein, je crois que c'était 2023, pour permettre, je pense que je l'ai vu moi-même, cette publicité, à 75% de la population, 80. Voilà, 80% de la population d'accéder à ces logements, parce qu'avant c'était bien évidemment bien inférieur, je crois que c'était autour des 100 000 bruts même, quelque chose comme ça. C'était bien inférieur et c'était aussi ciblé pour des gens qui étaient à revenus modestes ou des gens qui à faible revenu, mais ces gens-là n'ont plus du tout accès à ces logements. Pour dire, chez nous, à l'agence immobilière sociale, les gens ils restent un certain temps en location pour après retourner sur le marché immobilier, mais nous avons plus de personnes qui sont décédées en cours de parcours que de personnes qui ont pu acheter un logement abordable en fin de parcours. Là, ça montre que c'est un système qui est complètement dysfonctionnel. Alors, Madame Gorczynska, je vous ai récemment repris la direction de l'Observatoire, la coordination de l'Observatoire de l'Habitat, un organisme qui est essentiel à la production des données nécessaires pour élaborer une politique de logement. Nos lecteurs connaissent surtout vos publications concernant l'évolution des prix et des loyers, et c'est logique, c'est ce qui ressort généralement dans les médias, mais c'est très loin d'être vos seuls sujets d'étude. Alors, quels grands travaux est-ce qu'on prépare à l'Observatoire de l'Habitat cette année, et quelle portée est-ce qu'ils peuvent avoir dans le contexte actuel? Oui, effectivement, les dernières semaines, nous avons travaillé beaucoup sur la finalisation de nouveaux programmes de travail pour l'Observatoire de l'Habitat. Ce nouveau programme triannuel englobe la période de 2026 jusqu'au 2028. Et nous avons essayé, d'une part, de continuer certaines études clés, je dirais, qui constituent le cœur de l'Observatoire de l'Habitat, mais aussi on a essayé d'ajouter quelques nouvelles thématiques de recherche. Donc, concernant les études que l'Observatoire de l'Habitat réalise depuis un certain temps, comme vous avez mentionné, bien évidemment, il y a cet axe thématique concernant l'observation de prix enregistrés, de loyers annoncés. Mais il y a bien évidemment d'autres sujets que l'Observatoire aborde. Donc on a un axe thématique qui porte sur le foncier, notamment le potentiel foncier, la dynamique de construction-reconstruction des terrains résidentiels. Un autre axe qui porte sur une analyse de stratégie de financement, production de logements et détention de logements. Et ici, un grand champ de recherche concernant le développement de nouveaux segments sur le marché locatif au Luxembourg. On a un axe qui porte plutôt sur les analyses de conditions de logement et l'évolution du taux d'effort de privation de logement, que vous, j'imagine, connaissez très bien aussi nos publications concernant ces indicateurs.
Et un cinquième axe porte sur le monitoring social du logement. Donc, dans ce cadre-là, nous avons préparé plusieurs études concernant les caractéristiques sociodémographiques de locataires dans le logement locatif abordable, soit de candidats pour un tel logement. Donc, on aimerait bien continuer à travailler sur ce sujet, mais au-delà de tout ça, à partir de 2026, nous avons prévu d'autres études. Déjà mentionné aujourd'hui, la réforme du bail à loyer, et en particulier du plafonnement d'habitation résidentielle. L'Observatoire de l'habitat accompagne le ministère du Logement et d'Aménagement du Territoire dans la préparation de cette réforme. Et à l'automne l'année dernière, nous avons effectué 2 collectes de données. Une portant sur la consultation d'experts suivant la méthodologie Delphi pour un peu collecter les informations et les différentes opinions concernant la méthode pour plafonner les loyers d'habitation. Et puis l'autre collecte quantitative portait sur l'enquête auprès de bailleurs privés au Luxembourg. Donc, cette année, on va exploiter ces 2 sources des données et dans le mois qui viennent, il a déjà prévu le calendrier des différentes publications. Et je prends l'occasion de vous déjà inviter pour notre séminaire qui aura lieu le 9 juin cette année, là où on souhaite présenter le résultat d'études en lien avec ce sujet. Donc je pense que ce serait vraiment très intéressant pour les experts, mais aussi peut-être pour le grand public de connaître le résultat de cette étude. On y sera sans faute. Je me permets de rajouter une petite... Allez-y, Monsieur Baum. J'aimerais ajouter un mot concernant le locatif au Luxembourg. J'aimerais vous dire que pendant de très très longues années, on a vécu au Luxembourg dans une sorte de bulle, d'illusion que tout le monde pouvait être propriétaire. Et ces dernières 10-15 années, on a remarqué que forcément ce n'était plus le cas. Mais on a constaté en même temps que surtout l'État n'avait pas profité des années 80-90 et des années 2000 pour pouvoir acquérir un parc immobilier locatif qu'il pourrait mettre à disposition des personnes nécessiteuses dont on vient de parler juste à l'instant. J'aimerais quand même dire aussi que nous avons réformé récemment ce que nous appelons la subvention loyer, c'est-à-dire une subvention que les gens qui sont en situation de location peuvent demander auprès de l'État. Notamment, nous avons augmenté le forfait par enfant de 40 à 90 euros par mois. Mais le grand problème de la subvention loyer, c'est le non-recours. C'est-à-dire 72% des locataires qui pourraient avoir accès à la subvention loyer ne le font pas. Et juste pour vous donner un chiffre, un ménage avec 2 enfants peut avoir une aide qui va jusqu'à 380 euros par mois. Je pense que c'est très très substantiel et c'est sur ce levier-là d'information que nous devons faire en tant que responsables politiques encore beaucoup d'efforts pour que les gens qui en ont besoin puissent aussi avoir accès à cette aide étatique. Oui, après, je pense que pour n'importe quelle personne qui vit au Luxembourg ou travaille au Luxembourg, on se rend quand même compte que pas mal de gens ne sont pas au courant des aides qu'ils peuvent demander, des aides auxquelles ils ont droit. Et donc, ce pourcentage, justement, ce chiffre, je l'avais vu passer. Donc, plus de 70% des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent demander une subvention de loyer, sachant que ça touche généralement des gens qui sont dans le besoin. Effectivement, oui, c'est un vrai problème. Exactement. C'est un vrai problème. Et donc, je reviens à la question que je voulais vous poser. C'est en voyant déjà la création de l'Observatoire de l'habitat, je crois que ça date de 2003, au Luxembourg, on a quand même très souvent cette conversation, on a l'impression qu'on connaît quand même très mal notre parc immobilier. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs que l'Observatoire de l'habitat intervienne et étudie. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2026, donc 23 ans plus tard, on a vraiment fait un énorme progrès par rapport aux connaissances qu'on a sur le parc immobilier luxembourgeois? Et si non, quels sont les plus grands freins?
C'est une question un peu difficile pour quelqu'un qui habite au Luxembourg seulement depuis 10 ans. Donc, peut-être il est difficile pour moi vraiment de comparer le niveau de connaissance il y a 23 ou 24 ans. Mais je pense que l'Observatoire de l'habitat a énormément développé le champ de ces différentes études de collecte des données. On a plusieurs collaborations avec les différents ministères, différentes administrations pour utiliser les données administratives. On fait plusieurs collectes des données différentes, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même la connaissance, les nouvelles statistiques qui ont été produites, on est beaucoup plus loin aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais bien évidemment, il y a toujours des endroits où on pourrait améliorer notre connaissance. Déjà évoqué aujourd'hui, le nombre de logements, le taux de propriété, ce sont des chiffres de base, mais qui nous manquent toujours de réponses là-dessus. Aussi, la connaissance de la structure du parc du logement, les caractéristiques des logements qui sont mis en location. Pour le moment, on utilise les données de l'enquête, mais bien évidemment, il serait beaucoup plus intéressant d'avoir l'accès aux données administratives qui sont beaucoup plus fiables que les données d'enquête. Parce que vous allez dans le sens de ce que je voulais soulever, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'enquêtes qui sont tout à fait... On participe si on veut. Donc à partir de là, déjà, les données peuvent être un peu biaisées. Malheureusement, oui. En tant que chercheur, j'aimerais obliger les répondants de répondre, mais on n'a pas le droit d'obliger les gens. Donc malheureusement, pour le moment, c'est essentiellement les enquêtes européennes ou donc les enquêtes menées plutôt par le Statec où il y a cette obligation de remplir. Mais même avec cette obligation, on sait que parfois il y a des soucis avec le taux de réponse. Alors, j'en profite, personnellement, je suis tout ce que vous faites à l'Observatoire de l'habitat et vous faites un excellent travail, mais c'est quand même important de souligner le fait que les informations qu'on a, c'est celles qu'on veut bien nous donner au final. Donc Caroline, je vous propose à tous de passer à un tout nouveau segment de cette émission. Caroline, je m'excuse d'avoir tant tardé à te donner la parole. Voilà. Alors, elle est responsable des réseaux sociaux d'RTL Info. Elle a quelques questions à nous soumettre. Voyons si on peut y répondre. Merci Gaëlle. Effectivement, j'ai 3 questions à vous poser venant de nos abonnés. La première question, elle concerne un peu le sujet des terrains constructibles dont vous parliez au début. Et c'est plutôt une remarque en fait, je cite « Il n'y a pas assez de logements disponibles, pourtant dès qu'on sort de Luxembourgville, on aperçoit plus de champs que d'habitations. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas simplement plus sur toute cette verdure ?» Une réaction à cette remarque ? Une réaction, oui. Nous avons des périmètres d'agglomération dans toutes les communes, dans tous les villages, qui sont prédéfinis, qui sont modélables. Ce sont des lignes sur des plans cadastraux qu'on peut changer. Force est de constater quand même que même sans changer les limites d'agglomération, on aurait de la place au Luxembourg pour quelques 150 000 habitants supplémentaires. Les fameuses Bauluken. Voilà, Bauluken à l'intérieur des agglomérations. Donc effectivement, quand on passe sur le Luxembourg, quand on revient en avion, on dit mais c'est formidable ce pays-là, tout est vert, il y a des champs partout, on peut construire partout, mais il y a encore énormément de potentiel à l'intérieur des périmètres d'agglomération. Il faudra juste les mobiliser. Et là, on revient au sujet. On a effectivement 3000 hectares de terrains qui seraient en fait immédiatement constructibles dans les 1000 Bauluken. Et là, il faudra juste les mobiliser. Le problème, c'est qu'ils sont majoritairement en main privée et que les propriétaires, ils ne veulent pas les vendre. Ils font ce qu'on appelle du land banking. Ça veut dire ils spéculent sur une montée, que les prix vont monter en plus. Et il faut se poser, en tant que société luxembourgeoise, est-ce qu'on peut tolérer ça ? Est-ce que le droit de la propriété peut être supérieur au droit au logement? Et ça, c'est une question politique qui doit être discutée. Et il y a d'autres pays, comme en France, maintenant, les
là, les responsables politiques, ils peuvent réquisitionner ces terrains et réquisitionner ces logements. On dit on est en état de crise et on ne peut plus tolérer que quelqu'un utilise son terrain comme asset. Un terrain constructible, c'est comme le nom le dit, c'est pour construire quelque chose dedans. Un logement, c'est pour se loger dedans et c'est pas quelque chose, c'est pas un produit financier juste pour faire de plus en plus de spéculation de valeur avec. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Merci. Deuxième petite question qui vient aussi d'un abonné. Je cite, est-ce encore avantageux d'acheter aujourd'hui au Luxembourg ou vaut-il mieux louer à vie? C'est simple comme question, non? C'est simple et c'est compliqué aussi. Oui. Si j'avais 25 ans, je suis sûr que je vous répondrais que prendre un prêt pour acheter, ce serait plus avantageux. Si j'avais 50 ans, je pense que j'opterais plutôt pour la location à vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je commence à prendre un prêt à 25 ans, je le prends sur 25 ans, à 50 ans, je suis dans ma propriété qui m'appartient et que j'aurais payé du premier au dernier euro. À 50 ans, d'abord, pour avoir un prêt, c'est déjà pas très facile, pas seulement à cause des taux, mais aussi parce qu'à 50 ans, vous avez quand même le risque, un risque biologique, je vais le dire comme ça, un risque biologique qui est un frein aussi à ce que la banque vous dise je veux bien te prêter de l'argent. Sans parler des assurances. Voilà. Ouais. C'est aussi une question de projet de vie. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Il faut savoir si on fait un prêt, on est en quelque sorte bloqué pendant 25 ou aujourd'hui plutôt 30 ou 35 ans. Et on ne sait pas que si le moment venu où je veux partir, je ne sais pas, en Australie ou que sais-je, dans un autre pays, est-ce que j'arriverai à vendre mon logement? C'est-à-dire, on vient juste de passer un temps où c'était très, 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 très difficile de vendre. C'est-à-dire, c'est aussi toujours une question personnelle. Et c'est une question de prix aussi. Malheureusement, au Luxembourg, les loyers sont très élevés, mais vous avez d'autres places au monde, où c'est plus favorable de louer. Si je prends la ville de Vienne, là, la majorité des gens, ils louent parce que c'est plus avantageux de louer, parce que les loyers sont raisonnables et il y a une haute protection des locataires. Ici, un propriétaire, sous prétexte de besoins personnels, il peut vous virer de votre logement, ce qui n'est pas possible, par exemple, dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Dernière petite question. À votre avis, combien faut-il gagner par mois, seul, pour imaginer pouvoir investir au Luxembourg? Investir dans le logement. Oui, bien sûr. Compliqué. C'est une question qui reviendrait plus au Luxembourg qu'ailleurs, parce qu'investir dans un logement, c'est quand même très propre au pays. Hein. Ouais. C'est une question qui est très, très difficile à y répondre, parce qu'il faudrait savoir investir dans quel logement. Est-ce que je veux investir dans une maison qui fait 180 mètres carrés ou est-ce que je veux investir dans un petit appartement de 45 mètres carrés? Ça fait quand même une grande différence. Je ne pense pas qu'il soit facile d'y donner une réponse, facile. Je pense que aussi la localisation est un facteur très important parce que comme vous connaissez très bien nos publications, nos cartes des prix, il y a des différences énormes entre les communes. Donc ça dépend où on souhaite investir. Merci beaucoup. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Merci Caroline. Alors, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au logement ou à l'immobilier, parce que c'est pas la même chose, savent que la situation est loin d'être optimale au Luxembourg aujourd'hui. Alors, entre les loyers qui ont considérablement augmenté, alors bien évidemment il y a eu des variations, pour être clair, mais sur les 3 dernières années, les prix qui n'ont pas assez baissé pour compenser la hausse des taux, la part négligeable de logements abordables, vous en avez parlé, sur le marché, est-ce qu'on peut dire qu'accéder à un logement a rarement été aussi difficile au Grand-Duché?
Je dirais aussi bien dans la vente que dans la location. C'est-à-dire il y a un manque cruel de logements, tout simplement. Il y a un manque de logements sur le marché privé, il y a un manque de logements abordables, et maintenant il y a de plus en plus de gens, aussi des luxembourgeois, qui quittent le pays pour se loger de l'autre côté de la frontière. Dans le temps, il y avait toujours des luxembourgeois qui sont allés de l'autre côté de la frontière, mais c'était souvent pour avoir un logement plus grand, un logement peut-être avec une piscine, etc. Mais maintenant, on voit il y a de plus en plus de luxembourgeois qui vont de l'autre côté de la frontière pour louer un studio. C'est-à-dire ils le font vraiment par contrainte et ils ne le font plus par choix. Et pour vraiment encore acheter un logement, chacun il peut faire le test, il peut aller sur les sites qu'on connaît et faire une simulation, combien est-ce qu'il peut avoir comme prêt et quel est le prix des logements. Et je pense pour la majorité des gens, le process il s'arrête là, quoi. Alors, Luxembourg n'est pas le seul pays européen, il faut quand même le souligner, pas le seul pays européen à avoir rencontré des problèmes sur le front des logements. De toute façon, la BCE a fixé des taux, ça concerne tout le monde en Europe. Est-ce qu'il y a des initiatives dont on pourrait s'inspirer à l'étranger ? On parle souvent du modèle viennois, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place au Luxembourg ou pas du tout ? Monsieur Hempel en a parlé déjà, de Vienne. Effectivement, la commune de Vienne est en possession de quelques 60% des logements qui sont mis à disposition des personnes qui n'ont pas les très très grands porte-monnaies, ce qui est une très bonne chose. D'un autre côté, il faut savoir aussi que ça nécessite un entretien très très régulier. Il ne sert à rien de mettre à disposition des milliers et des milliers de logements si on n'arrive pas à en assurer aussi la salubrité après. Comme je viens de le dire, effectivement, nous n'avons aucun gouvernement des dernières 40 années n'a investi conséquemment dans l'immobilier locatif, et c'est un retard qu'effectivement en ce moment nous essayons de contrecarrer, mais bien sûr ça ne va jamais assez vite et ça ne répond jamais aux besoins du marché parce que la demande est toujours fortement excédentaire par rapport à l'offre. Mais à Vienne, on voit que ça marche, hein. On voit que c'est possible, pas du jour au lendemain. Et on voit aussi qu'à Vienne, malgré que les gens ne sont pas propriétaires, ils sont très satisfaits, très heureux de leur vie. D'après les études, qu'on fait, les gens ils sont contents de leur qualité de vie, de leur vie en général. Et je pense il faut un jour commencer. Il faut aussi et Vienne a commencé avec ça dans une situation beaucoup plus difficile. C'était après la Première Guerre mondiale. Ils n'avaient pas d'argent du tout. C'était vraiment très, très difficile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont financé leur logement social avec des taxes de luxe. Ça veut dire que c'est la ville de Vienne qui a eu la possibilité de décider leurs taxes eux-mêmes. Et ils ont introduit sur tous les produits de luxe des taxes très, très, très élevées. Et sur ça, aussi sur les logements très grands, pas sur les petits, mais sur les villas, etc. Les gens qui ont construit des grands logements, des logements de luxe, et aussi sur les jeux, etc. Et tout ça, ils ont augmenté les taxes massivement. Et là, ils avaient les budgets justement pour construire ce parc énorme de logements sociaux locatifs. Et il n'y a pas eu de fuite des grandes fortunes. Non. Voilà. M. Baum. Une idée qu'il faudra creuser, et on est en train de le faire, c'est le crédit bail. Le crédit bail, ça se fait à l'étranger. On n'en a absolument pas la tradition au Luxembourg, mais je pense que c'est une idée que, notamment pour les promoteurs publics, une idée à creuser, c'est-à-dire que de payer une sorte de loyer pendant un certain temps, pendant 5 ou 10 ans, et acheter le bien immobilier après en déduisant le loyer qu'on a déjà avancé, c'est-à-dire pas nécessairement devoir avoir recours à un grand prêt quand on est jeune, quand on a une jeune famille, mais d'avoir la possibilité de payer peu à peu pour devenir propriétaire à part entière après 10 ans, par exemple. C'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier et de suivre, et je pense que c'est une piste c'est une des pistes. Il y a énormément de pistes. Le logement, c'est un grand puzzle, mais c'est une piste que nous devons creuser. De votre côté,
Madame Gorczynska, est-ce que vous avez identifié à l'Observatoire de l'habitat des initiatives dont on pourrait s'inspirer? On a parlé de Vienne maintenant. Moi, par exemple, on m'a mentionné un marché que je connais très mal. Hein, on m'a mentionné Singapour, par exemple. Moi, je pense qu'il faut d'abord se rendre compte qu'on est incapable de faire un transfert direct de bonnes pratiques, qu'on dit souvent, d'un pays à l'autre. Il y a des cadres légaux ou réglementaires différents dans différents pays. Donc, moi, je suis d'avis qu'il faut s'inspirer, il faut échanger avec les experts venant de l'étranger, mais pour développer, pour trouver un modèle qui sera propre pour un pays donné. Donc, on ne peut pas vraiment reprendre des bonnes pratiques sans aucune réflexion ou adaptation à côté. Donc, je pense que c'est assez... oui, c'est un grand défi, je dirais. Et on va finir sur une question ouverte. Luxembourg a récemment annoncé qu'il allait investir massivement dans sa défense. Au vu du contexte géopolitique actuel, personne n'a vraiment remis ça en cause, hein, et on peut comprendre. Cependant, la permacrise du logement luxembourgeois, je me permets d'en parler comme ça, ne mériterait-elle pas un fonds spécial également? Alors, il y a déjà un fonds spécial qui a été mis en place pour le logement abordable, pour être clair. Oui. Mais par exemple, on a vu récemment cette initiative des bonds qui ont été vendus en 24 heures sur la défense. Le ministre des Finances a d'ailleurs tout de suite parlé du fait que ça pourrait se décliner à d'autres sujets, comme le logement. Est-ce que c'est une idée? Absolument, c'est une idée à suivre. Absolument. Absolument. Faudra savoir aussi... faudra donner une destination précise à ces bonds. C'est-à-dire, ce n'est pas pour récolter des fonds, mais il faut que les gens qui veulent investir dans ces fonds sachent aussi ce que l'État va faire avec cet argent. Ça, c'est très important, oui. Oui, et c'est une piste à suivre, hein, bien sûr. Ouais. Dans un marché comme surtout le Luxembourg, là, où généralement les investisseurs du pays cherchent un rendement fixe et veulent être tranquilles avec leur argent, je pense que c'est une bonne réponse, sachant qu'en plus, on tombe sur une phase, corrigez-moi si j'ai tort, où les terrains constructibles ont perdu de la valeur sur 2 ans, si je ne me trompe pas. Oui, mais malgré ça, les propriétaires ne veulent pas les vendre. Je pense qu'actuellement, on peut faire un fonds pour le logement, mais il nous faut les terrains d'abord. Et actuellement, ce n'est pas l'argent qui est le problème quand on regarde le budget que l'État met en place pour le logement abordable. Il n'est même pas utilisé par les promoteurs sociaux parce qu'il n'y a pas les terrains pour construire dessus. Ça veut dire, si un jour on aurait les terrains à disposition, alors là, ça peut vraiment être une option pour ne pas trop aller sur le budget de l'État. Mais il faut d'abord résoudre le problème du foncier avant de collecter encore plus d'argent qui va peut-être rester là, un peu comme actuellement le budget pour le logement abordable. La clé, c'est le foncier. Oui, absolument. La clé, c'est le foncier. J'ai un autre sujet qui me pose quand même un casse-tête. On n'en parle peut-être pas assez, mais dans le domaine de la construction, on est en train de perdre de la main-d'œuvre. On est en train de perdre la main-d'œuvre. Le secteur de la construction, ça fait environ 60 000 emplois. 60 000 emplois, c'est ça, pas seulement la construction, mais c'est le charpentier, c'est celui qui livre les cuisines, c'est le façadier, c'est celui qui fait la peinture. Et je crains, et on a des chiffres comme que dans la construction, il y a des emplois qui se perdent et des emplois qui ne reviendront pas. Donc, mobiliser du foncier, c'est absolument nécessaire, mais garantir aussi qu'on ait la main-d'œuvre pour construire du logement, c'est primordial aussi. Et aussi le logement pour loger les personnes qui doivent construire le logement. Oui, parce qu'actuellement, on est dans la situation, c'est-à-dire on n'a pas les logements pour loger les personnes dont on a besoin pour construire les logements qui nous manquent. C'est-à-dire on est là vraiment dans un cercle vicieux qui vient
qui vient de plus en plus grave. Si je reviens sur mon dernier échange avec Monsieur le ministre, qui était passé dans l'émission, je crois que c'était au mois d'octobre, il y a donc un projet de loi en préparation pour aider les entreprises à investir ou construire des logements pour les gens qui viendraient travailler ici dans la construction. Oui, c'est primordial, c'est indispensable. C'est indispensable parce que, vous savez, on parle un peu des pays de l'Est. La Pologne a une croissance qui se situe entre 3 et 4%, donc ça boom là-bas. Hein. En Roumanie, c'est un peu le même schéma. Chez nous, on est un peu à 1%. C'est aussi attrayant maintenant de travailler dans la construction dans ces pays-là que de venir au Luxembourg. Madame Gorczynska, j'ai vu que vous aviez une petite réaction à ce que M. Baum a dit. Parce que je suis d'origine polonaise, c'est pour ça. Non, c'est très intéressant de comparer avec le pays de l'Est, mais bien évidemment, le contexte est un peu différent. On a aussi en Pologne le problème avec le manœuvre dans la construction. Il y a beaucoup, depuis déjà des années, il y a beaucoup d'étrangers venant de l'Ukraine, par exemple, qui travaillent dans le secteur de la construction parce que les Polonais sont partis ailleurs pour travailler, par exemple, dans les différents pays de l'Europe de l'Ouest. Donc, Et force est de constater quand même que nos amis portugais, sur lesquels nous avons pu... on leur a fait confiance pendant des décennies. Force est de constater quand même qu'il y a de la population portugaise qui quitte le pays. Qui quitte le pays pour aller travailler dans la construction au Portugal. Le temps que les chiffres arrivent, je pense qu'on a tous un ou deux ou trois voisins qui nous en ont parlé, qui vont repartir au Portugal parce que c'est plus intéressant pour de rester ici. D'ailleurs, peut-être préciser le fait que cette idée de construire des logements pour les gens qui viendraient travailler au Luxembourg, elle n'est pas nouvelle du tout. C'est-à-dire qu'ArcelorMittal, à l'époque, L'Arbed, merci. L'Arbed le faisait déjà. Donc ce n'est rien de nouveau ou de révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on reprend de notre propre passé. Oui, et c'est déjà tout à fait possible. Aujourd'hui, la loi actuelle, la loi sur le logement abordable, prévoit dans les logements dédiés, il y a les logements dédiés aux employés. Ça veut dire déjà aujourd'hui, un patron peut construire des logements abordables pour ses employés et il est cofinancé à 75% dans la construction de ces logements. Bien sûr, ces employés doivent être éligibles pour la location abordable. Ce n'est pas pour loger des hauts cadres, mais pour des gens qui travaillent sur les chantiers, des artisans. Ils sont parfaitement éligibles pour ça et les employeurs peuvent commencer demain à construire des logements pour leurs employés. L'État va prendre en charge 75%. On peut se demander qu'est-ce qu'ils attendent. Alors pour le mot de la fin, cette année 2026 vient de commencer. L'année 2025, on sait comment elle s'est achevée. On peut s'attendre à quoi de vos points de vue, qui sont très différents? On parle d'une personne qui a un background de chercheuse. Vous êtes à la tête d'une agence pour la Fondation pour l'accès au logement, excusez-moi, et l'agence immobilière sociale également. Et puis, M. Baum, vous êtes beaucoup plus impliqué dans la politique. Qu'est-ce que vous voyez pour cette année 2026 ? Écoutez, en tant que personne politique, je dois être optimiste. Je dois rester optimiste, bien sûr. Vous savez que l'État a quand même un énorme budget mis à sa disposition pour les années à venir. C'est-à-dire c'est un chiffre quand même de 2 milliards d'euros étalé sur la période législative 24-29. C'est très ambitieux. J'ai confiance en ce qu'on appelle le VV-Opkaufprogramm, c'est-à-dire soutenir l'immobilier par l'investissement étatique ou le rachat de projets immobiliers. On a prévu 350 millions cette année aussi pour le logement abordable. Donc, on est prêt à mettre le paquet, mais comme on vient d'en débattre, il y a beaucoup de challenges sur le terrain que nous saurons résoudre en 2026. Mais nous y travaillons. Mot de la fin pour vous. Allez-y. Pour notre cas, la Fondation pour l'accès au logement,
nous allons continuer à travailler avec les communes. La nouvelle loi sur le logement abordable permet maintenant de séparer la construction de logements et la gestion des logements. Et il y a maintenant beaucoup de communes qui nous contactent pour gérer leur logement abordable parce qu'ils sont un peu parce qu'ils veulent pas le faire eux-mêmes. Et il y a aussi maintenant des communes qui se disent oui, on va construire maintenant qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui peut le gérer pour nous, qu'on n'a pas le tracas avec la gestion derrière. Ils sont prêts à construire du logement abordable. Pour moi, il faut vraiment de plus en plus, il faut plus de logements abordables locatifs ou logements sociaux, comme on veut l'appeler, et c'est sur ça que nous travaillons. Et de votre côté, à l'Observatoire de l'Habitat, alors je sais que c'est une question qu'il ne faut pas poser généralement aux chercheurs, mais vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous la voyez comment cette année 2026, sachant que l'année 2025 et les années précédentes ont été très compliquées? Je pense qu'on va continuer à observer ce qui se passe sur le marché pour pouvoir répondre aux personnes qui passent pendant la Semaine nationale du logement sur les tendances quand on a observé courant l'année dernière. Oui, pour nous, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. Par contre, je pense qu'en 2026, il y a plein de nouvelles pistes de recherche, de collecte de données qu'on va explorer dans le cadre de l'Observatoire. Donc, j'espère que dans un an, on aura des nouveautés à vous transmettre. Super. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier tous les 4 d'avoir participé à la Bulimo. À nos auditeurs, je vous retrouve le mois prochain pour parler de l'évolution des prix et des loyers au Grand-Duché. Merci. Merci à vous. Aussi. Merci.